vous donner les infos que vous m'avez demandé. Ok, c'est Petit Bacchus, je vous écoute. Actualité viticole, choix d'une appellation comprenant les cépages, l'histoire, la géographie, bien sûr un lieu incontournable à découvrir. Enfin, on parlera des domaines de l'appellation et des accords, mais enfin... Et dites-moi, on abordera les rendez-vous de la semaine? Oui, quand puis-je passer? Votre verre est servi, je vous attends. Bien, bonjour, comme on l'avait promis la semaine dernière, on est chez un caviste, donc à Poitiers, au fruit défendu, rue de la Cathédrale. Et donc l'émission va se passer entièrement aujourd'hui dans cet endroit. Alors première question, racontez-nous un peu l'histoire de la maison, l'historique du lieu, c'est-à-dire que comment vous êtes arrivé caviste, quoi, et pourquoi caviste? Alors, l'historique du lieu, ça fait 6 ans qu'on a ouvert, la 6e année la semaine prochaine, donc voilà, on est plutôt content que c'est déjà duré 6 ans. On était implanté avant sur une toute petite structure sur 25 mètres carrés, avec très peu de moyens pour créer ça. C'était à l'époque encore possible. Je pense qu'aujourd'hui ça l'est un petit peu moins, tout ce qui est création de microstructures, notamment sur le vin, notamment sur les centres-villes, etc., où c'est beaucoup plus difficile. On l'a vu récemment pour nous en tout cas. L'idée pourquoi, alors comment ça s'est fait? Ça s'est fait donc avec très peu de moyens, c'est très familial. Très peu d'apports, un tout petit crédit, donc vraiment l'idée c'était moins faire de l'argent que réaliser un projet personnel. Moi en fait c'était déjà le but, c'est tout bête, quelques clubs de dégustation quand on est étudiant, une rencontre avec des vignerons, des gens qui transmettent certaines valeurs, certains produits, enfin voilà, une vraie rencontre. Et puis l'idée de mettre ça en place, faire une petite formation avant pour quand même être un peu crédible. Et puis voilà, pour en monter quelque chose, on a une super opportunité. J'ai aussi fait une formation à la création d'entreprise qui m'a permis de monter ça voilà, de façon crédible financièrement parlant. Et puis au fur et à mesure, on crée au bout de 6 ans, on crée des liens avec des clients, avec des vignerons. Et puis on essaie de continuer sur la voie qu'on s'est fixée dès le départ. Voilà. Aujourd'hui, il y a une certaine évolution parce qu'au départ, caviste, et maintenant, on va dire de caviste, ça évolue vers bar à vin. Alors c'était au départ, c'était au tout début, c'était une idée qui aurait pu se faire, ou c'est venu progressivement? Je pense moi que c'est une envie chez tous les cavistes d'avoir un espace bar à vin, ou de devenir carrément un bar à vin. Moi je pense, tous ceux qui sont passionnés par le vin ont envie de le faire partager dans un lieu convivial et d'échanger pendant que les gens consomment le vin. C'est intéressant de vendre du vin à emporter. Il y a une histoire de conseil, etc. Mais c'est extrêmement frustrant parce que vous n'êtes pas là quand la personne consomme le vin. Et moi, je pense que le conseil il doit se passer en live. La personne, et presque on devrait rien dire avant. C'est-à-dire ce qui se passe sur le bar à vin, c'est qu'on parfois les gens donnent leur goût, et puis on dit j'ai quelque chose, et puis on leur dit pas ce qu'on leur sert, et l'explication elle vient après. C'est-à-dire que le plaisir il doit se faire de façon aveugle. On aime, on n'aime pas. Bon, c'est des choses qui nous parlent ou pas, mais c'est inversé avec la vente à emporter, qui est une explication en amont. Alors moi je pense que l'explication doit être en aval, quoi. Voilà. Après la prise de plaisir. Alors, je pense que tout passionné de vin, caviste, a envie d'avoir un côté live, etc. Comme un musicien, comme quelqu'un qui fait du théâtre. C'est la scène en fait. Oui, c'est la scène des artistes. Oui, donc c'était pas possible au départ parce qu'encore une fois on n'avait pas les moyens pour, on n'avait pas l'espace pour. C'était extrêmement compliqué de créer un lieu, de dégustation parce qu'il y a tout un tas d'histoires de licences, des autorisations de toutes parts, donc c'était pas possible dès le départ. Là on a mis quand même 9 mois à arriver à négocier pour arriver à faire ça. Donc aujourd'hui c'est quelque chose qui est vraiment intéressant et c'est vraiment un autre travail et beaucoup plus épanouissant. Donc ici il faut bien préciser, donc en tant que bar à vin il y a non seulement le vin mais vous servez à manger, donc des petits plats quand même avec un aspect
je dirais, local. Oui, ce serait dommage de ne pas comment dire, de pas appliquer la même chose pour le vin et sur la nourriture. Non, sur la nourriture, on se fournit à la fois sur le marché quand on ne peut pas trouver l'équivalent en direct, mais avec notamment sous mozzarella et choses comme ça, évidemment on peut travailler en direct, mais surtout le reste on essaie de travailler en direct. On a Grégoire Masque, un jeune fromager éleveur qui est dans la Vienne, qui est en bio et qui travaille plutôt les crus, donc vraiment de beaux produits. Tout ce qui est charcuterie, on va les chercher en Auvergne. On a une fumerie qui est en Touraine. Alors tout n'est pas local parce que tout malheureusement ne peut pas se faire de façon locale. Je pense le pain par exemple. Alors le pain c'est Frédéric Bellina qui est ici. Moi je pars toujours du principe que le local c'est la priorité, mais il y a une deuxième priorité qui est la qualité. Donc si on peut avoir les deux, tant mieux. Si on doit choisir, je préfère encore avoir une qualité qui fait 500 km qu'un produit industriel qui en fait 50 quoi. Donc après il y a tout un débat là-dessus, mais moi je suis persuadé que côté locavore c'est extrêmement intéressant, à condition qu'il y ait une qualité derrière, parce que si on doit manger un produit vite fait, mal fait, un produit juste à côté de chez nous, c'est pas forcément mieux. Donc et j'applique la même chose sur les vins. On va y venir, on y viendra. Mais voilà, on applique la même logique. Oui, ça va. La qualité d'abord et la localité aussi, mais la qualité au moins autant que la localité. Ouais. Mais alors caviste, bar à vin, mais bon, comme vous l'avez dit, club de dégustation quand on est étudiant, une passion au départ, mais jamais eu l'envie d'être un jour vigneron, de se dire est-ce que je pourrais pas faire le vin que moi j'aime et faire mon vin. En fait c'est bête, mais j'ai pas du tout la prétention de pouvoir faire ça. C'est-à-dire que je pense que chacun, des fois je dis, il y a des vignerons qui sont maintenant des amis, etc. On discute beaucoup là-dessus. Et je leur dis, mais c'est terrible de passer des journées entières à l'extérieur, à tailler dans le froid, vraiment vivre une journée entière dans les vignes, c'est très bien l'été, c'est beaucoup plus rude l'hiver. Et ils me disent, mais je serais incapable d'être caviste, parce que avoir autant de patience pour autant de gens les uns après les autres, arriver à parler des vins, etc., j'y arriverai pas. Mais c'est un peu cette différence-là, c'est-à-dire que moi je me sens incapable de passer des journées entières dans le froid. Non mais moi c'est ça. Après il y a aussi des gens qui ne font que vinifier. Ça c'est encore autre chose. C'est autre chose. Là-dessus, pourquoi pas, c'est encore sur des gros volumes, mais j'ai fait une expérience d'une saison en vinification qui était intéressante en tant qu'observation. On bidouille nous chaque année des micro-cuvées pour nous, mais vraiment c'est vraiment de la micro-vinification. Mais après la viticulture c'est autre chose. C'est de l'agriculture et c'est toutes les contraintes qu'il y a de l'agriculture, les contraintes financières, de rythme, les contraintes de travaux qui sont quand même assez pénibles. C'est travaux physiques quand même. D'autant plus quand les gens travaillent sans produits chimiques, donc ce qui est un travail humain beaucoup plus pénible. Donc je pense faut être fait pour ça. Voilà. Il y a des gens qui sont, je pense, naturellement faits pour ça, qui sont attirés par les travaux de la terre et qui le font très bien, et heureusement qu'ils sont là. Après, si t'as un comme moi, me dire, moi je suis incapable de le faire ça, quoi. C'est vous, en fait, qui faites le lien entre des... Oui, je pense que c'est chacun se rend service, donc entre un copain vigneron qui est dans sa vigne et puis la personne qui va boire la bouteille le jour même, et ben entre ces deux personnes-là, il faut un lien, quoi. Il est utopique de croire que le gars qui passe 8 heures par jour dans la vigne peut en même temps vendre toutes ces bouteilles, peut être sur des foires, sur des marchés, etc. C'est pas possible. Donc chacun son rôle, et puis moi j'estime qu'ils font un travail plus pénible que le mien, et eux estiment qu'ils seraient incapables de faire ce que je fais. Donc tout va bien finalement. C'est une certaine complémentarité, c'est bien évident. Alors on va y arriver au vin, parce que c'est quand même un peu pour ça qu'on est là. Donc caviste, ça c'est très bien. Alors des cavistes, il y en a beaucoup. Il y a des chaînes de cavistes. On va pas donner les noms, mais tout le monde les connaît bien. Il y a des cavistes indépendants comme vous, mais qui sont pas spécialement dans le même créneau que vous, sur la même, je dirais, dans la même niche, parce que quand on regarde ce qu'il y a autour, ici vous êtes quand même sur une niche qui est plutôt bio, on va dire.
Et moi j'ai remarqué un truc, c'est qu'il y a un petit truc en regardant les étiquettes, il y a beaucoup de vins, de vins de table, de choses comme ça. Alors ça aussi, c'est l'idée de vendre des vins donc bio, biodynamie ou bio, c'est un choix. Et pourquoi? C'est un choix. Je pense que même si vous interrogez parmi les confrères historiques qui sont sur Poitiers, ils vous confieront que la plupart aujourd'hui des grands domaines se convertissent et se convertiront en bio. Donc la question de la bio, je pense qu'elle est déjà dépassée. Je pense que nous, on est plus sur un créneau vin nature, oui, voilà, qui est encore une frange dans la bio, parce que honnêtement, je connais très peu de grands domaines qui soient complètement en chimie. C'est-à-dire que même s'ils sont pas certifiés bio, parce que ils souhaitent d'une année sur l'autre quand même garantir une récolte, un certain volume de récolte. Quand on a 10 hectares à Puy-de-Montmarché, c'est pas pareil que quand on a 5 hectares en Touraine. 5 hectares en Touraine, on peut être en bio. Bon, on perdra moins que si on perd à Puy-de-Montmarché. Voilà. Donc, et les enjeux économiques derrière sont pas les mêmes. Donc, moi je dis souvent, plus l'appellation est prestigieuse, moins il y a de bio certifié. Ça ne veut pas dire qu'ils s'en inspirent pas. Moi, je pense que tous s'en inspirent maintenant. C'est clairement maintenant, il y a plus de tabou là-dessus. Tout le monde s'inspire de la bio parce que tout le monde a vu les résultats depuis maintenant 20 ans. Nous, on est après sur une branche qui est plutôt en privilégiant, et non pas en totalité, en privilégiant les vins nature. Pourquoi? Parce qu'on est, pour nous, ça nous apporte beaucoup plus de plaisir. Voilà. Et je pense qu'on vend beaucoup mieux un produit quand on en a éprouvé du plaisir soi-même que par pur goût commercial, quoi. Donc et puis c'est pareil, c'est un effet de génération. Je pense à un confrère honnêtement très respectueux et historique sur la place de Poitiers. C'est pas sa génération à lui le type de vin, c'est pas la génération de ses clients non plus, et c'est quelque chose qui est vraiment un effet de génération chez les vignerons et chez nous. Après, pour tout ce qui est vin de France, vin de table, étiquette, etc., il y a plusieurs explications. Il y a d'une part le réseau indépendant qui fait que l'étiquetage au niveau marketing est libre, ce qui n'est pas du tout le cas dans les chaînes de cavistes. On peut dire caviste, dans les chaînes de cavistes et dans la grande distribution, c'est-à-dire qu'il y a un code d'étiquetage qui doit être respecté. L'étiquetage libre n'est pas possible. D'autre part, sur les cavistes, justement pour une clientèle d'une autre génération, il y a un problème de communication entre la clientèle et puis l'étiquette, ça va pas le faire. Et après, vin de France, et ben malheureusement ça, c'est pas du ressort ni du vigneron ni de nous. C'est qu'il y a eu toujours depuis 10-15 ans ce problème d'AOC et de correspondance du goût du vin par rapport à une AOC. C'est-à-dire qu'on a décidé à un moment donné que l'AOC devait être un goût. Et moi je pense que c'est une erreur, parce que dès lors qu'on estime qu'un goût correspond à une AOC, ce qui est très pratique pour la grande distribution, parce que chez les chaînes de grande distribution, il faut que le client ait fait son choix en 3 minutes. Voilà. Il faut qu'en 3 minutes, il ait regardé à peu près 5 bouteilles. Donc si vous commencez à mettre un dessin marqué vin de France et que vous mettez rien d'autre, clairement, il ne vendra jamais le vin. Donc il faut qu'il y ait marqué Touraine, 2009, Domaine, ceci, cela. En caviste, c'est différent parce qu'il y a quelqu'un qui est là et puis la démarche est différente. On vient chercher un produit différent et il y a un conseil. Voilà. Donc je pense moi intimement que cette histoire de goût et d'AOC aurait jamais dû se lier, mais qu'elle s'est liée parce qu'il y avait une réelle demande de la grande distribution qui représente la plupart des bouteilles qui sont vendues aujourd'hui. Donc voilà. Donc après, il y a des gens qui sont déclassés parce que le goût ne correspond pas à l'AOC, et puis au bout d'un moment, ils en ont pas tellement marre d'être déclassés qu'ils se déclassent eux-mêmes. Ils y vont plus, oui. Ils y vont plus parce que c'est, imaginons, enfin je sais pas moi, c'est comme si moi je me présentais à une grande organisation de cavistes et qu'on me dit tous les ans, bah oui, on ne correspondait pas au style des cavistes habituels. Bah, au bout d'un certain nombre d'années, je dirais, c'est bon, j'ai pu me présenter. Et en plus, ils vendent leur vin aussi bien. Donc, oui. C'est même pas une question économique, c'est qu'ils passent par des réseaux indépendants qui se contrefichent de l'AOC finalement. Donc, moi, quand je vends une bouteille, je sais que c'est fait à Rasto, dans la vallée du Rhône, marqué vin de table, mais ça arrive 2 fois sur 100 qu'on me dise, bah oui, mais non, ça ne doit pas être un vin à Rasto. Non, jamais. Quasiment jamais. Il y a une confiance. Est-ce que vous avez trouvé que vous vendez, que depuis que vous avez changé en bar à vin,
que ce que vous faisiez avant. Est-ce que vous trouvez que vous vendez plus de vin de ceci, vin de table, vin de... Oui, sur la partie bar à vin, évidemment. On regarde la carte là, il n'y a pas beaucoup d'AOC quoi. Mais non. Non, mais j'ai posé la question voilà. parce qu'il y a un an, je suis passé par votre ancienne lieu, et là, j'aurais passé à côté. Mais ici, en tant que bar à vin, ce que j'ai vu effectivement sur le tableau, là, ça m'a provoqué de vous faire confiance et puis de déguster. Et, tout ce que j'ai dégusté vin de table, vin de France, ça m'a un peu changé l'habit des préjugés que j'avais. Oui, parce que c'est malheureusement une appellation qui ne veut rien dire. Vin de table, vin de France, c'est tout ce qui n'est pas ce qui est hors tout ce qui est mais tout hors cadre quoi. Et puis en plus, ce qui est marrant, c'est qu'avant c'était évidemment des vins très bas de gamme. On associe ça avec ce qu'on trouve dans les rayons. Parce que avant, il y a 20 ans, quasiment tous les vins de table c'était vraiment la catégorie des vins inférieurs, et maintenant on est presque de dire les vins de France, vins de table, maintenant c'est vins de France, on est plutôt sur le très haut de gamme, enfin sur le haut de gamme. On a inversé la catégorie de bas de gamme, elle existe toujours, on sait ce que c'est, mais oui. Bon, ça n'a pas trop d'intérêt, mais je dirais que l'AOC s'est étendu sur le bas de gamme. Ouais. Donc maintenant, on peut trouver un Bordeaux à 1,50€, ce qui est assez hallucinant, d'autant plus que la matière sèche, verte, plus bouchon, plus étiquette, on est presque déjà à 1,50€. Donc on se demande où est le raisin, quoi. D'où il vient. Il y en a peut-être pas. Et donc elle s'est étendue, là aussi s'est étendue sur les bas de gamme et s'est rétractée sur le haut de gamme. Ouais. Et ça, c'est assez impressionnant. Et on le voit dans toutes les régions, hormis peut-être Bordeaux, où le marché des vins de Bordeaux est encore différent des autres régions. Mais du coup, ici, on a une clientèle qui peut être connaisseuse en vin et pas du tout, qui peut être complètement novice et qui boit des vins de table. Ça ne serait jamais arrivé de penser ça. Du vin qui a un peu de gaz carbonique, etc. Et pour autant, il n'y a jamais eu la moindre réflexion depuis 4-5 mois là-dessus. Alors, des fois, ils disent, mais ça veut dire quoi, vin de France? Et puis, on leur explique. Et puis, il n'y a pas de souci, quoi. Il n'y a pas de problème. Il est vrai, je sais pas, moi je le ressens un petit peu comme ça, ce que vous disiez tout à l'heure, l'histoire générationnelle en fait, c'est que la génération de nos parents a sans doute plus de réticence sur ce type de vin que nous, ou que la génération même encore les plus jeunes, là, les 25 ans quoi, ils ont pas le même regard. Non, évidemment, parce qu'on n'a pas grandi avec les mêmes références et quoi qu'encore, il résiste encore le fameux concept de la bouteille de Bordeaux que papa ouvre le dimanche midi. Ça résiste encore un peu. On l'a régulièrement ici, et je pense qu'aujourd'hui c'est la fête des pères, donc on va y avoir droit aussi. C'est pas grave, c'est pas un problème. Du moment qu'on arrive à dépasser ça, y a pas de souci, et on peut très bien aller acheter le dernier Harry Potter à la Fnac et le lendemain pouvoir aller dans une librairie et acheter un ouvrage intéressant qui fait un peu réfléchir. Les choses sont pas c'est pareil. Rien n'est figé. Voilà, rien n'est figé, sauf quand les gens restent sur le Harry Potter et que pour eux c'est le sacre, quoi. C'est quelque chose qui naît, qu'on ne peut pas se détacher. Voilà, après nous on peut pas faire grand chose. Mais sinon les gens ici viennent, voilà, ça nous arrive, on nous demande un verre de Bordeaux, mais on en a pas, bon, ils repartent pas pour autant. Ils vont prendre autre chose et puis on va leur trouver quelque chose qui va leur convenir. Ouais. Un très bon Cabernet Franc de la Loire, ça lui fait changer d'avis sur le fait que Bordeaux soit le seul vin possible pour eux, quoi. C'est largement aussi intéressant qu'un mauvais Bordeaux à 1,50€, comme on disait tout à l'heure. Ce qui malheureusement se trouve. Oui, ça se trouve, oui. Ça se trouve. Je me pose des questions. Moi, ça fait des années que je me pose des questions comment c'est possible. Mais bon, c'est vrai que la viticulture bordelaise, c'est quand même peut-être. Il n'y a pas que Bordeaux, hein. C'est peut-être un monde à part, on va dire. Mais ce qui est dommage, c'est même pas qu'il y ait des mauvaises bouteilles à 1,50€, c'est qu'on en trouve de très mauvaises à 7,50€. Oui. Alors qu'on a, comme ici chez vous, une choix de choses peut-être pas connues, peut-être des vins de table, mais qui ont le même prix, mais qui en matière de goût et de précision vont beaucoup plus, quoi. Moi, ce que je dis toujours aux gens, aux clients, c'est
Il me dit, mais comment on fait pour choisir un vin? Si vous n'êtes pas là, si on est dans notre caviste ou en grande distribution ou chez un vigneron, parce que pas mal de bouteilles qui s'achètent chez les vignerons aussi. Et je leur dis, mais déjà, il y a un premier critère qui est comment ça a été fait. Bon, c'est un premier critère. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui prennent plaisir sur des produits industriels et heureusement, sinon l'industrie n'existerait plus. On va pas citer des grandes marques du Gers. C'est des vins sucrés, acidulés, voilà, des vins bonbons. Oui, mais j'aime bien, c'est bon. Très bien. À ce moment-là, on se contente de ça et on va pas essayer de chercher pourquoi. Et si les vins industriels ne plaisaient pas, il n'y en aurait plus depuis bien longtemps. On cherche pas à s'attaquer à une majorité de gens. On cherche à s'attaquer à des gens qui ont envie de partager cet univers-là du vin. À partir de ce moment-là, je leur dis, mais d'abord, première question, comment ça a été fait? Il faut que ça soit clair. Le type peut être en bio, en raisonné, en conventionnel, en biodynamie, tout ce qu'il veut, libre d'ailleurs. Et ensuite, quel est le rapport entre la façon dont le vin a été élaboré et ce que vous avez ressenti? Voilà. Nous ici, parfois, les vins peuvent être un peu perlants. Il y a une explication à ça, on est capable de le dire, etc. En général, c'est une question d'habitude, après on s'y fait très vite. Les vins peuvent avoir une phase de réduction, d'oxydation. Ça, ce sont des phénomènes naturels que nous, on est capable d'expliquer, qui n'existent pas dans les vins industriels. Parfois, les gens ont une leçon du vin industriel qui est assez étrange. Ils pensent que c'est que cette fameuse maison du Gers. Mais alors, pas du tout. Il y a énormément de domaines qui travaillent de la même façon qu'eux, mais qui sont sur 20 hectares, et non pas sur 3000. Donc, c'est une démarche, le vin industriel. C'est-à-dire d'élaborer un vin fait pour plaire à la majorité. Voilà. C'est pas qu'une histoire de taille de domaine. On a des domaines qui ont travaillé sur 30 hectares, mais ils travaillent de toute façon artisanale. C'est rare, mais ça existe. Donc voilà, c'est dire aux gens, il y a un choix qui est objectif, c'est-à-dire la façon dont ça a été produit, et un choix qui relève de la sensibilité, qui est la perception qu'on en a, le plaisir qu'on en éprouve. Sachant que le premier principe, bon, je pense qu'il doit rester figé, c'est-à-dire qu'il faut absolument être exigeant sur la façon dont ça a été fait. Le deuxième critère, il est en mouvement, c'est-à-dire que ce que vous aimez aujourd'hui, c'est pas la même chose que vous aimerez l'an prochain, dans 3 ans, selon les saisons, etc. C'est une question de sensibilité. Donc, et moi j'estime que ce que j'aime aujourd'hui, c'est pareil, dans 20 ans, j'aimerais pas forcément la même chose. Mais oui, peu importe. Mais comme vous dites, oui, il y a la question de saison, ce qu'on boit l'hiver, on ne boit pas spécialement l'été, et inversement. Donc, et puis ça ne doit pas être figé. C'est une évolution, la connaissance du vin. C'est jamais fixé. On apprend tous les jours quelque chose, et on délaisse d'autres, etc. Donc, encore une fois, hein, souvent les gens, quand ils commencent à goûter du vin, ils aiment les vins très tanniques, très puissants, très démonstratifs. Et on s'aperçoit que 10 ans après, ils veulent des vins sur la dentelle, des vins sur la fraîcheur, très digestes, etc. Et quand ils repensent à ce qu'ils goûtaient 10 ans avant, ils disent, ah bah, c'est bizarre, quoi. Et puis, selon les saisons aussi, et puis, voilà. Oui. Donc, tout ça, ça doit rester en mouvement. Surtout pas être figé, quoi. Mais il est bien évident, oui, que ça, le premier critère, oui, comment c'est fait, ça, c'est, moi, ça, pas, nous, ça nous semble être essentiel. Ah ouais, mais, vous voyez, le truc, c'est que pour eux, comment c'est fait, c'est AOC. C'est presque un raccourci dans leur esprit. Oui, c'est AOC, voilà. Oui. Comment c'est fait? Bah, c'est fait à Bordeaux. Voilà. Terminé. Le raccourci, oui, je pense à ça en même temps. Je vais pas raconter l'histoire là, mais j'ai un ami, oui, je lui ai servi un jour une bouteille qui était, donc, là, j'avais fait à l'aveugle, c'était étiqueté vin de table, et une fois qu'on a eu décacheté la bouteille, du vin de table, mais enfin bon, il était au vin de table, bouteille plastique et tout. Je dis non, tu vois, et t'as quelque chose de bien supérieur à un mauvais Bordeaux que tu vas acheter, enfin un mauvais Bordeaux, ils vont pas aimer ce qu'on dit, ça fait rien, à un Bordeaux que tu vas avoir acheté 1,50 €, voilà. Après, c'est aussi une question de démarche, je dirais, intellectuelle. Bah, c'est une démarche de consommateur conscient. Enfin, je pense que le vin, c'est pas isolé du reste. Quand on choisit d'acheter une entrecôte chez un boucher qu'on connaît plutôt qu'à Leader Price, c'est une démarche de consommateur et forcément intellectuelle, dans le sens où c'est un choix de société. Je dis pas qu'il on veut pas non plus mettre trop d'idéologie dans ce qu'on fait, parce que moi j'estime le goût c'est 90%. Le reste, voilà. Mais il y a quand même un rapport. C'est-à-dire que quelqu'un qui va suer toute l'année à fabriquer un produit,
quand on va lui acheter à lui, c'est aussi avoir conscience du travail qu'il a effectué et une différence de résultat. Après, on peut très bien ne pas voir la différence entre un produit industriel et un produit plus naturel. Bon, voilà, tant pis. Mais si le goût accroche pas, il reste moins l'acte d'achat conscient, etc. Je dirais pas un militant, mais quelque part, si, quand même, un petit peu. Conscient, quand on est agréable avec quelqu'un, au lieu de lui mettre une baffe, c'est pas un acte militant, c'est un acte conscient, citoyen et intellectuel aussi. Donc, choisir un producteur plutôt qu'un autre, c'est un acte conscient, intellectuel et digne, et c'est pas forcément que du militantisme, dans le sens où il n'y a pas forcément toujours de la politique derrière. Mais c'est une démarche logique, moi je pense. Alors, aujourd'hui, chez vous, là, donc on va trouver des vins rouges, des vins blancs, des rosés, on va trouver un petit peu tout. Alors, vous êtes, je dirais, vous vous approvisionnez sur des vignerons de toute la France, ou est-ce que vous avez une région plus privilégiée, oui. Alors, ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur le prix de l'hectare. Moins l'hectare est cher, plus il y a de qualité de travail. Je dirais pas de terroir, mais de travail. Et Dieu sait si un très bon terroir mal travaillé vaudra moins bien gustativement qu'un terroir moyen très bien travaillé. Donc l'idée c'est quoi? C'est dire où est-ce que le prix de l'hectare est le moins cher. Je prends l'exemple du Loir-et-Cher. Pas très loin d'ici, on a 1 heure de route. Le Loir-et-Cher, il y a énormément de vignerons qui travaillent de façon artisanale et qualitative. Pourquoi? Parce que l'hectare est très abordable, puisqu'on a l'appellation de Touraine ou vin de France, etc., qui vaut pas cher, qui s'organisent, plus ils s'organisent en réseau d'entraide, on s'échange du matériel, on se conseille sur les méthodes de viticulture, de vinification, et on peut prendre des risques. Pourquoi? Parce que si la récolte est moins bonne que prévu, bon, l'investissement n'a pas été énorme, donc finalement, on a une prise de risque qui est plus facile que si on est à Puigny-Montrachet. Donc à Puigny-Montrachet, on s'approvisionne peu, on est obligé d'en avoir un petit peu, il y a une réelle demande, on essaie d'être au plus près de ce que nous on pense et de ce que les clients attendent aussi. Mais honnêtement, en volume sur l'année, quand j'achète 12 bouteilles de Puigny-Montrachet, j'achète 120 bouteilles de Touraine, ou de vin de France, etc. Donc finalement, il y a des lieux comme ça, où il y a des très beaux terroirs, parce que honnêtement, sur le Loir-et-Cher, il y a des excellents terroirs, notamment sur les Sauvignons, pour les Sauvignons. Et on a des vins qu'on peut sortir ici à 10 € et qui sont extraordinaires. Voilà. Essayez d'aller trouver un vin extraordinaire à 10 € en Bourgogne, bon courage. Chez un caviste, hein. Oui, c'est très compliqué. Je pense qu'il faut moins mettre le double de prix. Et pas sûr que l'émotion soit la même. Voilà. Bon, donc on va s'approvisionner là. Après, on parlait du local. Et le problème, c'est qu'après, c'est des dynamiques locales. C'est-à-dire, il y a une dynamique en Loir-et-Cher. Il y a une vingtaine de vignerons qui s'entraident, qui organisent un salon d'ailleurs, qui s'appelle les vins du coin, 20-2-0, et qui y a une solidarité entre les vignerons qui fait qu'il y a une dynamique. Et le vigneron qui a envie de s'installer, il va pas aller où il y a personne. Il va se retrouver tout seul, sans aide, sans rien, sans conseil. Il va aller là où il y a de la solidarité. Donc il va aller dans le Loir-et-Cher, il va aller dans le Languedoc aussi, il y a aussi beaucoup de gens dans le Languedoc. Pourquoi pareil, hein, très beau climat, très beau terroir, pas mal de vignerons qui travaillent bien, pourquoi ne pas y aller? Et il y a des hectares qui sont pas très chers. Et il va aller un peu Vallée du Rhône, parce que sud-Vallée du Rhône, il y a des terroirs intéressants, et il y a du monde, pour conseiller, etc. Donc, je dirais mécaniquement, sud-Vallée du Rhône, Vallée de la Loire, Languedoc, on aura beaucoup de cavistes maintenant, c'est les 3 régions qu'on privilégie. Voilà. Qu'on privilégie par conscience personnelle. Je dis pas qu'au mois de décembre, quand c'est Noël, les gens vont acheter du Touraine. Plutôt aller acheter du Bourgogne. Donc là, après, c'est un autre travail. Mais majoritairement, on s'approvisionne dans ces 3 endroits parce qu'il y a une dynamique. Voilà. Oui, mais pas. Oui, comme on peut bien dire là aussi que rien n'est figé, quoi. Si demain matin je viens, je veux de l'Alsace, je vais trouver de l'Alsace chez vous. Évidemment. Ça paraît logique. Tu sais, ça dépend des saisons aussi. Voilà. Ça dépend. On essaie d'adapter les vins aux saisons. Oui.
Ouais, faut pas penser, oui, d'accord, il faut penser à ça. Oui, vin d'été, vin d'hiver, on mange pas les mêmes choses. Ah oui, 7 bouteilles sur 10, on les vend sur des accords mi-vin. Oui. C'est un travail de sommelier plus qu'autre chose. Donc, oui. Et alors donc, c'est principalement, donc on a dit ces 3 régions, donc Touraine, Languedoc, Vallée du Rhône. Et dans ces régions, combien de vignerons et pourquoi ceux-là et pas d'autres? Bah après, pourquoi ceux-là et pas d'autres souvent c'est des histoires personnelles, quoi. C'est-à-dire que c'est des rencontres, c'est devenu des copains, des amis. Donc après, il y a des gens qui restent fidèles depuis plusieurs années parce que il y a un rapport personnel avec eux. Et après, il y a un autre volet, c'est on aime bien aussi avoir de nouvelles choses, découvrir de nouvelles choses. Alors, parfois c'est le hasard, mais pas tant que ça. Honnêtement, aujourd'hui, trouver un très bon vin par hasard, j'y crois pas beaucoup. Il y a suffisamment de salons qui sont organisés, et les salons, ça permet justement, des salons à thème, qui regroupent tous ces vignerons-là. Bon, déjà d'aller saluer les copains vignerons qui on travaille toute l'année, et puis de dire, tiens, va goûter chez un tel, ça vaut le coup. Donc on va goûter chez un tel, ça nous plaît, ça ne nous plaît pas. Si ça nous plaît et qu'on pense pouvoir le proposer aux clients, on le prend. Donc c'est du réseau en fait. C'est jamais par hasard. C'est du réseau. C'est imaginons demain il me manque une référence en Alsace. Et ben j'appelle mon copain Patrick Meyer à Nothalton, et puis je dis Patrick, qui est-ce qui travaille bien là, pas trop loin de chez toi, parce que j'ai pas le temps d'aller en Alsace parce qu'on doit être là nous quand même 5 jours sur 7 toute l'année presque. Et donc il va me dire appelle mon copain machin, et puis on va l'appeler, et puis on va goûter, il va nous envoyer des échantillons, puis ça nous plaît, on va commander, voilà comment ça se passe en fait. C'est un réseau qui est informel, mais qui est pour moi la meilleure des solutions. C'est-à-dire appeler quelqu'un qui sait alors que nous on ne sait pas, c'est la meilleure des solutions, quoi. Et puis après on n'est pas obligé d'aimer son produit, on n'est pas obligé de l'acheter, mais si ça nous plaît et que c'est un prix correct, il n'y a aucune raison qu'on ne le prenne pas. Donc voilà comment on travaille. Et on ne travaille pas avec une grande revue en disant la grande revue des gens de machin, en disant c'est super bien noté, alors on va les appeler, quoi. Pas du tout. En général, c'est pas la Bible, comme on m'a dit cet été. Mais peu importe le guide d'ailleurs. On m'a dit c'est pas la Bible, donc c'était Guillaume Dardet au Mas des Chimères. Tu m'as dit on m'avait trouvé comment? Je suis passé par un guide parce qu'il me fallait une base avant de partir, donc c'est le Languedoc, et que la région elle est suffisamment vaste. J'y étais qu'une semaine, il me fallait une base, donc même si les guides sont pas la Bible, ça donne quand même des pistes. Après, ça donne des pistes. Alors, admettons qu'une fois on s'est lié avec un vigneron qui nous a plu, après, le guide, c'est le vigneron, quoi. C'est vrai que c'est pas parce qu'il y a une note de 15 Après, il faudra juste, le prochain déplacement au Languedoc, il faut appeler au Mas des Chimères et dire, voilà, qu'est-ce que tu as d'autre à côté de chez toi? Un copain qui est pas loin, là, on peut aller voir, et puis ça se passe comme ça, c'est très très bien. Mais c'est pareil sur les restaurants, c'est pareil, c'est une sorte de bouche à oreille, en fait. Oui. Et moi, je pense qu'il faut faire comme ça. Donc, quand je me déplace dans une ville, je cherche un bon resto, j'appelle un bon caviste. Et où est-ce que je peux bien manger, bien boire? Et il me dit tout de suite. Ça, il me dit, il n'y a rien. Ça, il me dit, il y en a plein, je te donne des adresses, etc. C'est aussi simple que ça. Et en plus, on prend plaisir à conseiller les établissements. C'est un vrai plaisir, c'est pas une contrainte. Donc en général, c'est plutôt sincère quand on nous envoie dans un endroit. Oui. Donc on procède comme ça. Voilà. Donc l'idée, c'est d'avoir une base solide et puis des découvertes toute l'année. Voilà. Oui, il faut découvrir. Enfin, nous, c'est notre truc. On n'est pas, c'est pareil, on n'est pas figé dans nos trucs. Donc la découverte, c'est de nouvelles émotions, de nouvelles rencontres, des nouvelles régions, pourquoi pas. Des vieux cépages, des cépages oubliés, des choses un petit peu complètement tombées dans l'oubli. Alors, on a des vins français, mais est-ce que vous travaillez avec des vins, avec des vignerons étrangers, espagnols, italiens, pourquoi pas chiliens, argentins, je sais pas. Alors, c'est beaucoup plus difficile. Quand on va appliquer le principe dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire comment a été fait le vin et est-ce que ça nous plaît gustativement, ce qu'on conseille aux gens, c'est ce qu'on s'applique nous-mêmes. Évidemment, c'est plus compliqué. Pourquoi? Parce que la traçabilité, entre guillemets, quand ça vient de l'étranger, est beaucoup plus complexe. C'est commercialisé par des importateurs.
qui n'ont pas toujours toutes les données. Il y a peu d'importateurs qui ont des données claires et précises sur la manière dont c'est élaboré les vins. Je dirais que c'est plus facile avec Italie et Espagne parce qu'il y a une culture du vin qui est ancrée, qui est historique, qui peut ressembler à celle de la France. Avec le Nouveau Monde, c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est quand même ultra dominé par les vins industriels. Et trouver un vin chilien qui est fait de façon artisanale, comme le ferait un vin en Touraine, c'est la croix à la bannière. C'est arrivé sur un domaine qui malheureusement s'est arrêté, qui s'appelait le Clos Ouvert, qui était trois jeunes vignerons de France qui se sont installés au Chili sur une dizaine d'hectares, qui ont fait des choses magnifiques. En plus, il y avait un chai de stockage à Saumur, qui pouvait vraiment en direct approvisionner, et non pas par des importateurs. Malheureusement, il y a un tremblement de terre au Chili, ils ont fermé la boutique, etc. Mais des démarches comme celle-ci, il y en a très peu. Donc après, il y a un très beau collectif de vignerons en Espagne, mais ils sont une dizaine en Espagne. C'est pourtant une, on va dire, il y aurait tant une vraie tradition viticole. Oui, mais je dirais autant en France, si on compte même la VN, qui est l'association des vins naturels, il y a une centaine de vignerons qui sont associés. En Espagne, ils sont 10 à peu près. On voit la différence de rythme sur les conversions, sur le changement de mentalité, etc. En Italie, c'est différent. Il y en a beaucoup, beaucoup plus. Par contre, les produits sont vraiment classés très haut de gamme. Aujourd'hui, les plus grands vins italiens sont faits de façon naturelle, en bio, etc. C'est pas le même marché, les vins espagnols et les vins italiens. Les vins italiens sont plutôt placés sur le très haut de gamme. Les vins espagnols, pendant longtemps, se sont placés sur des vins soit bas de gamme, vraiment, soit pseudo Nouveau Monde, américain, bordelais, etc. Donc, on en trouve un tout petit peu en Espagne. Il faut trouver les bons importateurs. Et les importateurs, ils prennent de l'argent aussi sur les vins. Donc on se retrouve à vendre des vins qui, à Barcelone, on pourrait les acheter 6-7 euros, qui sont délicieux. Ici, on devrait les vendre 16-17 euros. Donc après, il y a même marche, je dis attends, est-ce qu'au bout d'un moment, quand même, le client, il va pas en pâtir. Voilà. C'est bien les intermédiaires, mais quand ça fausse pas, quand même, une logique commerciale pour le client qui est au bout, quoi. Donc, s'il doit acheter une bouteille à 17 euros, alors qu'elle est vendue réellement autour de 6 euros, c'est un problème. Voilà. Et en Italie, l'autre problème, c'est qu'on est plutôt encore une fois sur du marché haut de gamme. Et pas sûr que les Français aujourd'hui acceptent de payer extrêmement cher sur un vin italien, etc. Oui, il faut aussi tenir compte de la réalité économique du moment, quoi. Oui. Si vous dites il est très bon, il vaut 25 euros, c'est un vin italien. Bon bah le client il va mettre 20 euros dans un Bourgogne, il va pas mettre 25 dans un vin italien. Après, il y a tout un travail à faire, je dis pas que c'est figé encore une fois. Mais en tout cas, aujourd'hui, on est un peu dans ce constat-là. Et puis on a tellement d'approvisionnement de nouveaux vignerons en France, et proches, qu'on peut rencontrer humainement, qu'on peut, dont on peut déguster facilement les vins, rapidement. Finalement, on prend là où aussi c'est le plus aisé, quoi. Donc, le Nouveau Monde, c'est encore autre chose. C'est artisanal, Nouveau Monde, il y en a malheureusement très peu, ou alors c'est consommé sur place, c'est des micro-marchés de niche, etc. Sinon, malheureusement, c'est des Français ou Américains qui s'installent là-bas sur 3000 hectares et puis qui font tout à des micros, quoi. Oui, c'est pas les mêmes contraintes qu'ici, c'est clair. C'est pas les mêmes contraintes et puis c'est pas la même magie, quoi. Quand on va voir des copains vignerons dans le Loir-et-Cher et qu'on voit les vignes et qu'on palpe la terre et qu'on regarde tout ça, qu'on goûte les raisins qu'on va encher, c'est autre chose que d'aller dans une winery australienne démentielle et bon, c'est pas du tout le même contact, quoi. C'est pas la même chose, l'émotion n'est pas la même. Il y a peu d'émissions chez Danone, alors que parfois chez un petit éleveur qui fait de la faisselle de chèvre, ça peut être sympa, quoi. Est-ce que cette nouvelle génération de petits producteurs qui se déclassent volontairement, comme sont représentés ici, j'imagine qu'ils vont beaucoup compter sur des caves comme le vôtre, parce que sans le AOC, effectivement, ce serait très difficile pour le consommateur de connaissances moyennes, d'oser d'acheter ou de savoir ce qu'il va acheter. Oui, c'est pour ça que ce qu'ils font est incompatible avec la grande distribution.
sauf si la grande distribution un jour arrive à trouver une solution, c'est-à-dire trouver des gens réellement compétents pour vendre du vin, créer des espaces bien particuliers. Donc peut-être qu'ils s'y attaqueront le jour où ce marché-là va grossir. Donc oui, ces vignerons qui se déclassent eux-mêmes, ils ont besoin des cavistes, parce que cavistes et paravins, en France, c'est leurs seuls acheteurs. Mais attention, il y a quand même l'export, et je pense au Japon, aux États-Unis, où il y a énormément de demandes sur ce type de vin. Les Japonais, l'AOC, aucun problème. Il y en a pas, ils s'en contrefichent. Ce qu'ils veulent, eux, c'est les analyses. Alors là, on est dans une démarche inverse de celle de Monsieur Leclerc ou Monsieur Auchan. C'est-à-dire que Monsieur Leclerc ou Auchan, il veut une AOC, une étiquette lisible facilement. On est dans le pays du vin quand même. Et le Japonais, et honnêtement, je demanderais à ceux qui exportent au Japon, ils s'en fichent, ils veulent une analyse. Il y a quoi dans le vin? Il y a du raisin, il y a combien de SO2, est-ce que c'est levuré ou pas? C'est quand même incroyable que les gens à l'autre bout de la planète, qui n'ont pas du tout de culture du vin, s'attachent davantage à ce qu'il y a vraiment dans la bouteille, et que nous, en France, majoritairement, on s'attache à ce qu'il y a sur la bouteille. Ils ont moins de préjugés. Exactement. Et c'est un énorme marché, le Japon, sur tout ce qui est vin naturel, c'est un énorme marché. Donc, ces vignerons-là, en fait, ont besoin du marché japonais, et ils ont besoin aussi des cavistes, des paravins en France et des restaurants, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que ces vins-là, vins de France et compagnie, sont dans énormément d'étoilés Michelin. Alors moi, ça me fait rire quand un restaurant dans une petite ville de province dit non, il n'y a pas d'AOC, on ne pourra pas les vendre, alors que dans un 3 étoiles Michelin, ils vendent des vins de France. Bon, ouais. Faut quand même se poser des questions, quoi. Oui, il y a tout un tas de questions à se poser derrière. Il y a tout un tas de démarches. Nous, à la fin, on essaie de populariser ce type de vin auprès d'une clientèle jeune qui n'est pas encore rentrée dans le milieu du vin. Et à la fois, à l'autre bout, il y a la gastronomie haut de gamme qui met ça parce qu'il y a conscience qu'il y a des accords de vin intéressants, qu'il y a un vrai travail et qui font un gage de retransmettre cette qualité. Donc, c'est le milieu qui a un problème. Il y a toute une base de gens qui se sont laissés entraîner sur des idées, comme quoi l'appellation était garante d'une qualité, d'un mode d'élaboration, ce qui est évidemment une tromperie. Mais les Japonais, ils s'en fichent, les Américains, sur certains, il y a plein de marchés aux États-Unis, il y a plein de marchés, donc évidemment il y a ce beaucoup, marché-là, en Angleterre un petit peu aussi, principalement dans la grande restauration. Sur les autres pays, c'est plus difficile. Mais déjà, quand on a fait le Japon, États-Unis, Angleterre, pour un gars qui a 5 hectares, c'est déjà 3 beaux marchés, quoi. Et la Belgique aussi, beaucoup. Oui. Pareil. Est-ce que vous connaissez vous-même certains producteurs qui vendent plus maintenant à l'export qu'à des cavistes? Ah oui. Moi, je dirais qu'en moyenne, chez les vignerons que je connais, il y a au moins 50% de leur activité qui est à l'export, c'est-à-dire Japon, États-Unis. Et on est pourtant un pays qui revendique haut et fort dans sa culture, on est un pays de vin et on pense, tout Français qui se déplace à l'étranger pense qu'il y a que dans n'importe quel pays où on produit du vin, que ça soit aux États-Unis ou même en Europe, Français, je viens d'un pays de vin, c'est nous qui faisons les meilleurs vins, donc c'est aussi des fois de se poser des questions là. Ce qui est fou, c'est que on inonde nos cars de touristes avec du vin vraiment bas de gamme et je dis la viticulture française inonde les touristes de très mauvais vins soi-disant pas cher, alors que quand c'est pas bon c'est toujours trop cher, et on inonde ça et on envoie les meilleurs vins à l'export. Voilà. C'est quand même assez incroyable. Et alors quand même comment dire, l'ono-tourisme, on appelle ça, génère quand même une activité très importante et qu'on consacre à l'onotourisme les plus mauvais produits. Il faut se poser la question là aussi. Parce que à Bordeaux, il y a des très bons domaines, mais aller frapper à la grille d'un coup placé avec un short, un chapeau, et on sait. Voilà. C'est-à-dire que c'est un mépris complet pour les gens qui viennent chez nous goûter du vin. Et c'est assez impressionnant, quoi. Et on préfère les envoyer dans des trucs industriels où ils vont pouvoir repartir tous avec leur carte en 36 qu'ils auront payé 15 €, ils seront contents. Oui. Et alors que il n'y en a même pas pour 5 € et tout, quoi. Voilà. Et donc les bons vignerons, ils sont obligés d'aller voir les Japonais. Ou les cavistes, parce que les cavistes font très peu de no tourisme.
Oui. On est très peu dans ce truc-là, quoi. Même localement ici. Ah ouais, il y a une route des vins quand même ici. Mais oui. Oui, les cavistes sont pas d'accord. Nous, on sait parce qu'on est de la région, mais c'est vrai que on n'en entend pas parler de cette route des vins. Non, on n'en entend pas parler. Nous, on le sait, oui, parce qu'on est des gens, du coin. Mais il n'y a pas de, à ma connaissance, il n'y a pas de com qui est faite dessus. Non. Enfin, depuis cette année, il y a quand même de la com sur l'AOC au Poitou. Ici, oui. Et notamment dans les semaines à venir, tout un tas il y a un festival, enfin un concert autour de tout un tas d'animations là. Voilà, qui sont dans les chais du Haut-Poitou. Alors ce qui est quand même moi je trouve bizarre, c'est qu'on a quand même besoin de faire venir des chanteurs, des artistes. Je pense à Eric Truffaz qui va venir jouer à l'occasion. Je trouve ça quand même dommage qu'on ait besoin de ça pour faire connaître les vins d'une région. Moi, je pense que les vins d'une région, les représentants de ces vins-là sont à la fois les vignerons, sont aussi les restaurants et les cavistes. Aujourd'hui, je vais me faire lâcher, mais moi, j'ai quasiment vu aucun vigneron du Haut-Poitou. J'en ai vu 3 en 6 ans. Et j'ai jamais vu quelqu'un de la cave du Haut-Poitou. Ici, on est quand même en caviste en plein centre-ville depuis 6 ans. Oui, c'est pas l'autre bout du monde. Voilà, je dis pas que, et honnêtement, je pense pas que je me serais mis d'accord avec la cave du Haut-Poitou sur le fait de les commercialiser, mais enfin, quand même, il y a un réseau qui doit s'installer localement. Si les vignerons vont pas voir les cavistes, et inversement, je dirais. Alors à ce moment-là, comment les gens d'une région peuvent être représentés en centre-ville? Aujourd'hui, on trouve du Haut-Poitou dans n'importe quelle épicerie, voire à n'importe quelle boulangerie. Oui. Et, hein, oui. Et chez les cavistes, qui se posent quand même quelques questions qualitativement parlant, quand ils en vendent, c'est parce qu'ils sont bien obligés d'en vendre, mais ils n'en boivent pas. Donc un caviste qui vend un produit qu'il ne boit pas, on sait pourquoi il le fait pour payer le loyer, et il m'est arrivé de vendre des produits pour payer le loyer, parce que tout c'est de payer le loyer quand même, il faut vivre avec là. Mais c'est quand même impressionnant qu'il n'y ait pas de relais, voilà, qu'il n'y ait pas qu'on puisse pas porter certains vins au devant de la scène. Voilà. Donc après, il faudrait que ces vignerons-là soient transparents sur la méthode d'élaboration. Il y en a qui tentent de l'être, mais ils font un peu de marketing, et en plus ils sont sortis de l'appellation au Poitou. Ceux qui restent dans l'appellation au Poitou, avant de savoir comment les vins sont faits, il faut se lever très tôt et voir, il faut aller vérifier soi-même. Donc malheureusement, localement, c'est compliqué, quoi. Il y a une route des vins dont personne n'entend parler. Il y a eu là aussi au Poitou l'année dernière, il y a eu toute une réception faite dans les institutions de vin, la mairie et compagnie. Nous, on n'a jamais une lettre, jamais un coup de fil, jamais une invitation. Et vous faites partie, vous cavistes, et on représente tous les cavistes, hein, vous faites partie quand même de la filière au même titre que les autres. C'est-à-dire que vous êtes un des éléments de commercialisation du produit à la fin. Et de représentation. Et de représentation, oui. Beaucoup de volume. Je suis pas sûr que les cavistes dans leur globalité à Poitiers passent énormément de Poitou. Ils en passent un petit peu, mais en tout cas c'est une représentation, c'est une image. Voilà. Et moi j'aimerais représenter ça d'une part si les produits me touchaient. Ça c'est encore autre chose. Hein. Encore une fois, ça c'est un mouvement. Il se peut qu'aujourd'hui le Poitou ne plaise pas, il se peut que l'an prochain. Voilà. Globalement, pour moi c'est pas une position radicale. C'est hallucinant juste de voir qu'il y a des vignerons qui sont dans l'Aude, qui prennent leur camion, qui mettent 600 bouteilles dans les camions, qui font toute la France pour faire goûter leur vin, et un type qui a 10 bornes d'ici, il va pas venir en ville pour dire au cas où j'aimerais bien quand même avoir un avis de caviste. C'est quand même assez impressionnant. C'est la question que moi aussi je me pose depuis des années. On voit des gens se déplacer de l'autre bout de la France, hein, que ce soit d'Alsace, du Languedoc, de la vallée du Rhône, et le local, on les voit pas nulle part. Je suis bien d'accord. Oui. Et écoute, moi je m'en porte pas plus mal, mais je trouve ça dommage, quoi. Je trouve ça dommage parce que il y a besoin de tous les acteurs, hein, quand on lance un produit, et si en plus on veut mettre en phase justement l'obtention de l'AOC, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, mais si pour eux, dans leur esprit, l'AOC est un synonyme de meilleure qualité,
Donc, ce qui veut dire qu'en gros, depuis l'an dernier, les vins seraient meilleurs que ce qu'ils étaient auparavant. Ça serait logique. Sinon, ça sert à rien de se battre pour avoir une AOC. Ça serait logique. Alors, pourquoi à ce moment-là, si on est fier d'un produit, on va pas le montrer aux gens? Pourquoi on va pas le faire goûter? Pourquoi on va pas faire un salon sur la place d'Armes, là, à Poitiers? Pourquoi on va pas faire le tour des cavistes? Bon, moi, je me pose des questions quand même. Si on est fier d'un produit, ou alors, à ce moment-là, là aussi, c'est juste pour eux une façon de vendre plus facile. Le marketing sur la GD, sur l'export, etc. Bon, alors à ce moment-là, faut le dire, et puis autre chose. Voilà, on est dans une autre démarche. Oui, j'ai toujours été très étonné de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les AOC, ils sont créés. On nous avait dit il y a quelques années qu'il n'y en aurait plus. Il y a eu changement à la tête de l'INAO, a priori de président, et là on en voit arriver. Même moi, j'avoue que je suis un peu dépassé parce que pas tous les jours, mais il y a plein de nouvelles AOC. Alors pourquoi ça, je sais pas. J'ai pas tous les tenants, mais est-ce que ça rejoint pas peut-être l'idée de se dire que parce que j'ai l'AOC, je vais vendre mieux oui, quand il y a du vin à vendre, plus de vin à vendre que de vin vendu, c'est quand même une bonne stratégie. Après, il y a autre chose, il y a des micro-terroirs, je pense à la vallée du Rhône, il y a des micro-terroirs où les vignerons sont pas nombreux, sont 4, 5, 6, mais où ils arrivent vraiment à expliquer qu'il y a une nature de sol, il y a un climat très particulier, et que je pense à une petite appellation qui s'appelle Roex, qui est à côté de Rasto. Bon, il y a Kéran, il y a Rasto, il y a Roex, et en fait la différence c'est quoi? C'est une exposition au niveau du soleil qui est complètement différente. Il y en a qui sont au soleil levant, d'autres au soleil couchant, l'autre en plein après-midi, ce qui fait que les maturités n'ont rien à voir et que finalement il y a des styles de vin radicalement différents, notamment un vigneron qui fait Erasto et Roex sur le même millésime, les deux vins ne se ressemblent pas du tout, pourtant dans cépagement elle-même, etc. Bon, là il y a l'explication, c'est-à-dire qu'on est capable de dire aux gens venez voir et regardez, voilà, et ça vaut le coup parce que, et en Bourgogne c'est encore pire parce qu'ils ont ce qu'on appelle un climat, donc un micro-terroir, c'est parcelle par parcelle, voilà. Mais il y a une explication, c'est-à-dire qu'il y a des gars qui ont réfléchi, qui ont fait des études et qui ont vraiment, et ça remonte au moine, hein, qui ont établi un puzzle de cru qui a une vraie explication. Ah oui, il y a une typographie bien particulière, une cartographie qui a été faite. Je pense malheureusement que aujourd'hui, ce qui concerne les vins ici localement, on ne soit pas du tout dans cette démarche. Parce qu'honnêtement, si on se balade un peu dans le Poitou, entre la butte de Marigny-Brisé, avec des expositions, des superbes coteaux, des silex, des sables qui sont superbes, hein, sur les Sauvignons, c'est vraiment des terroirs exceptionnels. Et ce qu'on va trouver à Mirebeau ou à Neuville, honnêtement, ça n'a rien à voir. Donc, si on se pose la question sur une exposition de soleil dans la vallée du Rhône et qu'on n'a pas conscience que dans le Haut-Poitou il y a des terroirs qui sont complètement opposés, bon, bah alors ça veut dire quoi? Donc, et en plus, l'idée de l'AOC au Poitou, c'était de mettre en avant un assemblage. Parce qu'avant, la plupart des Poitou étaient des monocépages. Ouais. On faisait du gamay, du pinot noir, du cabernet. Aujourd'hui, on fait un assemblage, quoi. Bon, bah, si l'AOC c'est un assemblage, ça me semble pas extrêmement passionnant pour les amateurs de vin. Ouais. Alors, le bar à vin est ouvert donc depuis le début de l'année à peu près, en gros. Ouais. Et vous voyez l'avenir comment là, vos envies, un développement plus important, des nouvelles rencontres avec des vignerons, ça j'en doute pas, mais vous envisagez la suite comment? Déjà ça fait 4-5 mois qu'on est là, donc déjà l'évolution c'est d'arriver à affiner tout ce qu'on est en train de faire. Il y a des choses qu'on doit corriger, des choses qu'on doit développer, etc. Bon, déjà dans l'année c'est déjà continuer à faire ce qu'on fait de façon la plus sérieuse possible. Ensuite, l'idée, c'est de développer peut-être un peu plus tout ce qui est alimentaire. Aujourd'hui, sur des formules, sur des charcuteries, des fromages, choses comme ça. L'idée, c'est de dire qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux, plus abouti, qui permettrait aux gens de découvrir aussi d'autres produits alimentaires. Donc ça, c'est la vraie question. On a l'été pour se la poser, et c'est vraiment une bonne démarche, je pense, parce que toujours cette idée, c'est d'accorder des plats, des vins, etc. Donc ça, je pense que c'est la première chose auquel on va penser. Après, un salon, pourquoi pas. Il y a déjà un salon qui se tient à Saint-Julien-l'Art, voilà, tous les ans, avec des vignerons qu'on connaît bien. Donc on va pas faire ça
On va pas faire un salon en plus à la même période. Après, nous, quand on crée des événements ici, on fait régulièrement quand même des portes ouvertes, on fait venir des vignerons qui toute la journée font goûter leur vin, etc. Donc ça, on va le maintenir. Donc il y en a un samedi prochain. Après, moi, je veux pas toucher non plus à ce qu'on appelle la vraie restauration. Je pense que c'est un autre métier. C'est autre chose. C'est un autre métier. Il y a des gens qui sont faits pour ça. J'aimerais énormément un jour que la restauration rencontre vraiment le milieu du vin, ce qui est encore très compliqué. On l'a vu, ça concerne les étoilés, ça concerne les bars à vin. Et encore une fois, on constate que ça se passe bien sur des concepts très simples, ça se passe bien sur des hauts de gamme, et qu'encore une fois, au milieu, il y a un vrai problème. Allez voir un restaurateur à lambda en 2 minutes, on a vite compris le désintérêt total qu'il y a. Ah bah c'est vite réglé, c'est sûr que c'est vite réglé. Ce qui est incroyable, c'est qu'on va, même chez nos amis autour, là, les petits bistrots qu'on fournit, etc., il y a une vraie démarche sur des cafés, hein, sur des bistrots, des cafés, des petits bars. Il y a une vraie démarche sur les vins, et sur des étoilés aussi, et encore une fois, voilà, on se retrouve avec la majorité au milieu, là, on ne sait pas trop quoi en faire aujourd'hui, et ben on n'arrive pas ni à bien manger, à savoir ce qu'on mange en tout cas, et à bien boire. Voilà. Donc l'idée, ce serait, sans toucher à la restauration, parce qu'encore une fois, c'est un autre métier, ben, ce serait quand même d'attirer les gens qui sont déçus par la restauration lambda, c'est-à-dire sur un menu à 20 € avec une bouteille à 20 € imbuvable, un truc, ben, leur expliquer, oui, ben, il y a peut-être des alternatives, et nous essayer de proposer une alternative. Je dis pas qu'on mangera des entrecôtes frites, etc., mais on essaiera de proposer aux gens quelque chose de simple, mais avec des produits qui ont une histoire, qui ont une explication, et qu'on nous dit. Voilà. Donc s'il y a un développement, c'est là-dessus. Dire, ben, voilà, aujourd'hui, même moi, hein, quand je vais au restaurant à côté, je sais vraiment pas où aller. Et même problème dans pas mal de villes, de collègues, cacacavistes, etc., qui savent pas où aller manger. Alors dire, vous c'est Poitiers, parce que nous Morillon, c'est encore bien pire. Hein. Donc oui. Après, il faut peut-être, oui, c'est aussi toute une démarche peut-être à mettre en place, de la communication, aller les rencontrer, ces restaurateurs, ou les laisser venir à vous, je sais pas, c'est... On a tenté, hein. J'imagine bien. On a tenté, dans le sens où c'est pas nous qui étions allés aborder les restaurateurs, mais c'est eux qui sont venus nous aborder. C'est extrêmement compliqué. Pourquoi ? Parce que dans la démarche, ils disent oui, on veut quelque chose de bien. Voilà. Bon. Mais sur les mêmes conditions que ce qu'ils ont actuellement. Même conditions tarifaires, même conditions de marge, même conditions d'approvisionnement, même conditions de stockage. Et des vins, en gros, qui auraient le même goût que ce qu'ils ont. Parce qu'il ne faut pas que ça soit différent non plus au niveau du goût. Donc il faudra un vin qui ait le même goût que ce qu'ils ont déjà, au même prix, mais qui vienne d'un caviste et qui puisse s'en revendiquer. C'est à peu près ça aujourd'hui, le plus gros effort que font les restaurateurs. C'est intéressant ça. Voilà. En gros, on est capable de dire que ça vient de chez un caviste, mais il ne faut pas que le goût soit différent, il ne faut pas que le prix soit différent, et il faut qu'on soit approvisionné aussi bien qu'avec des brasseurs locaux. Enfin, des brasseurs. Oui. Voilà. Alors là, on se pose quand même beaucoup de questions, quoi. Donc évidemment, c'est toujours au départ la démarche est intéressante. On vient vous voir parce qu'on nous a parlé de vous. Et puis à la fin, on s'aperçoit qu'ils ne sont pas capables de bouger d'un seul centimètre. Donc si c'est pas eux qui font ce boulot, bah nous on le fera. On va essayer de faire quelque chose qui puisse recueillir tous les gens qui sont déçus de la restauration traditionnelle. Voilà, encore une fois, il y aura peut-être pas entrée plat dessert, il y aura peut-être pas un menu qui fait 7 pages, mais il y aura à manger et il y aura un peu de plaisir, quoi. Il y aura du vin. C'est ça l'idée derrière le plaisir. Nous, je sais pas ce que t'en penses, James, mais c'est notre première notion à nous, c'est ça, c'est le plaisir. Et c'est l'association que j'ai personnellement avec de bons bars à vin. Tu auras quelque chose de recherché, et puis tu auras des places simples mais honnêtes, quoi. Et accessibles. La convivialité, le partage. Et quand on va sur un marché et qu'on se fait une douzaine d'huîtres avec un très beau blanc, c'est pas très compliqué. Il y a un plaisir vrai. Il y a rien de compliqué, mais il y a... Et puis, autre chose parfois qui manque à la restauration, c'est la convivialité.
qui est un lieu où on est capable de parler avec la table d'à côté, où on est capable de faire des blagues, de rigoler, etc., d'écouter de la bonne musique. Bon, ben ça aussi, ça tient, c'est important, quoi. Je veux dire, c'est bien l'atmosphère feutrée, parfois artificielle des restaurants, mais Il est midi sur Radio Agora et c'est génial. On est passé justement parce que ça crée un manque de convivialité, un côté aseptisé. Non, on a besoin de lieux où les gens rigolent, où les gens échangent entre eux, ils partagent, et puis voilà, donc ça fait un peu chez soi. Oui, c'est-à-dire les avantages d'un bon bar avec la qualité d'un restaurant qui reste sur les produits, hein, évidemment pas sur l'élaboration, la complexité des plats, mais c'est arrivé encore une fois à rapprocher ces deux extrêmes qui restent du mal à revenir. Ce qui est marrant, c'est que voilà, encore une fois, Poitiers, un des rares établissements qui fait attention au vin, c'est Passion et Gourmandise à Saint-Benoît, qui est étoilé. Et avant, il y avait les amis malheureusement qui ont fermé leur restaurant il y a quelques semaines, quelques mois, mais qui avaient cette démarche-là, maintenant c'est fermé. Alors on fait quoi? Il y a des établissements sur Poitiers qui sont bars-concerts, qui font énormément d'efforts sur les vins, et il y a des restaurants qui n'ont strictement rien à faire. Voilà. Et qui vont se plaindre de pas vendre de vin. C'est quand même là on est vraiment dans le paradoxe total. C'est-à-dire, on vend pas de vin, oui, mais il faut se poser la question pourquoi. Et eux résolvent la question en disant on va les acheter moins cher et en stocker moins. Et marger plus. Alors, et ce sera notre dernière question. Alors, c'est une question un peu plus personnelle, celle-ci. Vos goûts personnels, vous aimez quoi? Plutôt rouge, plutôt blanc sec ou blanc liquoreux, plutôt et de quelle région? Alors, encore une fois, tout ça c'est un mouvement. Cette période, voilà, c'est un mouvement. Comment dire? Moi, c'est plutôt un style de vin plutôt qu'une région. J'aime. Et de toute façon, une sélection de caviste, quelle qu'elle soit, normalement, elle doit être un peu personnalisée. Sinon, bon, il y a un désintérêt dans le conseil, dans le choix. C'est bien pour ça que je vous pose la question, parce que j'imagine bien que tout ce qu'il y a dans la boutique, c'est bien en rapport avec ce que vous. Moi, ce que j'aime boire et partager aussi, ce sont des vins qui ont qui sont justement pas démonstratifs, qui sont pas dans la aromatisation, la structure est extrêmement puissante, etc. Moi, j'aime bien des vins qui sont ce qu'on appelle sur la minéralité, qui est un concept qui est débattu, c'est quoi la minéralité, c'est là. Pour moi, ça s'explique pas, c'est une sensation. C'est une sensation en bouche qui conduit le vin. Voilà. Est-ce que c'est de l'acidité, est-ce que c'est des oligo-éléments, est-ce que c'est des minéraux, etc. Ça, c'est une question extrêmement technique, qui a d'ailleurs traité par le rouge et le blanc, mais qui est une question essentielle et qui, je pense, concerne énormément de gens qui essaient de poursuivre dans le vin. Donc la minéralité, ça peut se trouver sur le Val-de-Loire, ça peut se trouver sur la vallée du Rhône, sur le Languedoc. Voilà. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est des vins sur la fraîcheur. Voilà. C'est un des vins dont on a une facilité à boire, digeste, et c'est pas compliqué. Souvent, ce qu'on dit, c'est le meilleur vin sur la table, celui qui a été bu entièrement. On met 10 personnes, on met 5 bouteilles, on regarde quelles bouteilles, sans parler de vin, parlons complètement autre chose, et on voit lesquelles ont été vidées les plus vite et les premières. Et moi, je le vois ici sur le bar à vin, quel vin les gens vont redemander. Bon, en général, les gens demandent des vins très démonstratifs au départ, parce qu'il y a un certain besoin d'avoir quelque chose de plein, de riche, etc. C'est rassurant. Et puis au final, quand ils en boivent 2-3, ils peinent un petit peu, quoi. Alors sur les vins sur la fraîcheur, qui sont très compliqués à faire, encore une fois, parce que faire un vin très frais et digeste dans le Languedoc, c'est très compliqué, parce qu'il y a des contraintes climatiques qui sont inversées à celles de la loi. Donc l'idée, c'est d'une part ça, et la minéralité, et le côté très digeste. Voilà. Et tout ça, on l'obtient difficilement sur des vins conventionnels. C'est-à-dire, souvent, les vins conventionnels vont justement forcer sur la puissance, forcer sur l'extraction, l'élevage, le bois, la puissance. Pourquoi? Parce que ça peut se créer de toutes pièces. Vous prenez n'importe quel raisin en France, vous demandez à un très bon œnologue conseil, vous avez un vin démonstratif, puissant, c'est pas très compliqué à faire. Histoire de macération, d'extraction, d'aération. Faire au contraire un vin élégant, fin, frais, dans toutes les régions de France, c'est très compliqué.
Donc moi j'admire plutôt ces vins-là. Alors là l'été arrive, on est plutôt sur les gamets, sur la fraîcheur, sur des mises de printemps, hein. C'est au printemps que sont mis les vins en bouteille là. Donc on est à la fois sur ça, et puis on est à la fois sur des vins méditerranéens, mais très bien travaillés sur la finesse et l'élégance. Le rosé c'est encore autre chose. Bon, c'est il en existe des rosés avec un côté extrêmement sympathique. Bon, malheureusement il n'y en a pas assez. Et puis les blancs, quoi. Les blancs sur l'acidité, la fraîcheur, encore une fois. Les liquoreux, on laisse ça pour l'hiver. Les vins rouges puissants, on laisse ça sur l'hiver, sur des plats plus riches, etc. Oui, c'est une autre cuisine, c'est une autre... Là, on a envie de vin qu'on commence à l'apéro et qu'on poursuit après le repas, quoi. Voilà. Des vins à boire. Des vins à boire, voilà. En conclusion, je trouve que c'est pas mal. Des vins à boire. Des vins qu'on peut boire. Des vins qu'on peut boire. Eh bien, merci de nous avoir reçus, de nous avoir accordé cet entretien. Au revoir. Merci. Merci à vous. L'abus d'alcool est dangereux pour la